Salut, moi c'est Clara, accompagnante à la naissance. Bienvenue dans le podcast du monde de Lulu sur la grossesse, l'accouchement et même après. Ici on écrase les clichés pour reprendre confiance en soi et en son corps. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui était important pour moi parce que lorsqu'en story Instagram j'ai demandé quelle était la raison qui pousserait les femmes à accoucher à la maison, j'ai pu lire certains témoignages où la personne qui a accouché n'a pas été respectée, ni son corps, ni ses choix, et ce, à la maternité. Et en fait, ça pousse certaines à faire le choix de l'accouchement à domicile accompagné, ou alors c'est des femmes qui se retrouvent à avoir des critères très stricts en termes de maternité, avec par exemple le fait d'avoir absolument une saine nature. Bref, tout ça pour dire qu'on croit que le choix de l'accouchement physiologique, c'est la même chose que le choix de l'accouchement respecté. Et c'est là que le bas blesse, en fait. Vouloir un accouchement naturel, dit physiologique, donc, et choisir une structure qui techniquement le permet, comme l'accouchement accompagné à domicile ou les slams nature, les maisons de naissance, etc. Ça ne garantit pas, en fait, tout ça, le respect de la physiologie en elle-même, ni le respect de ton corps et de ton accouchement. Pour imaginer un peu mes propos, si je vais prendre un exemple très très bête, prévoir un accouchement à domicile avec une sage-femme, ça garantit pas le respect de la physiologie ni de tes choix parce que, même si on est d'accord, les petites structures, l'AAD sont les plus à même de respecter tout ça, parce que c'est plus intime, parce qu'il y a moins de naissances, parce qu'en théorie, il y a un personnel médical plus à l'écoute. N'empêche que les conditions de l'accouchement, ce que pense la société de l'accouchement à domicile, etc., tout ça, ce sont des choses qui influent sur l'accouchement des femmes, malheureusement, et sur aussi la pratique des sages-femmes. Et puis, il y a aussi leur histoire personnelle, etc., leur formation personnelle, qui fait que, c'est pas parce que tu as pris une sage-femme à domicile que, elle va absolument respecter ton consentement à chaque fois, etc. Alors, je dis pas que ça va pas être le cas, je dis juste qu'on ne peut pas compter sur le fait d'avoir un accouchement physiologique pour avoir un accouchement respecté. Ce sont deux choses bien distinctes. Parce qu'en plus, il y a la méconnaissance de la physio, notamment dans les maternités. Il y a les pratiques iatrogènes du système médical, c'est-à-dire les pratiques qui ont des conséquences néfastes sur les patients, ce qu'on peut appeler la cascade d'intervention. On ne peut pas compter seulement en fait, sur notre choix du lieu d'accouchement pour se faire respecter. Et qu'on veuille un accouchement physiologique ou non, c'est nécessaire d'avoir un accouchement respecté en fait. Et c'est le principal. Le but, c'est pas de absolument choisir entre vouloir la péri ou non, mais c'est de faire ses choix en conscience, de façon éclairée, et surtout qu'on les respecte. D'ailleurs, pour rajouter une chose, un accouchement sans péridurale, c'est pas forcément un accouchement physiologique ou naturel. Du coup, voilà, c'est là que les choses se jouent. Il faut pas jouer sur les mots, mais il faut avoir conscience des choses-là. Et du coup, je voulais te donner dans cet épisode de podcast mes conseils, non pas pour choisir un lieu d'accouchement ou une façon d'accoucher, mais pour t'aider à faire respecter tes choix et tes corps. Et on est d'accord que les choses sont quand même intimement liées, mais il faut réussir à faire la part des choses et ne pas choisir par exemple l'accouchement à domicile ou l'accouchement physiologique, etc. par dépit parce que on veut se faire respecter. C'est intéressant que ce choix soit fait en conscience, que ce soit vraiment un choix que tu fasses pour toi, pour ton corps, parce que tu en as vraiment envie, mais pas parce que tu penses que c'est le seul moyen de se faire respecter. Du coup, on va voir plusieurs points pour ça. Donc effectivement, le premier point, c'est de savoir ce que te propose l'offre de soins autour de toi pour ton accouchement. Donc notamment le lieu de l'accouchement, les moyens pour soulager la douleur, les différents actes possiblement posés, etc. C'est ce que je répète à chaque fois, te préparer à l'accouchement, c'est te renseigner sur toutes les pratiques de façon objective et sans personne qui va poser un jugement dessus, c'est-à-dire que, c'est un exemple bête, mais quand tu vas voir l'anesthésiste et tu lui demandes s'il y a des risques à la péridurale et qu'il va te dire non, déjà elle va te mentir, c'est pas un jugement objectif de la péridurale. Donc il faut vraiment essayer de se renseigner de façon objective pour que tu puisses vraiment faire ton choix de façon libre,
et en conscience, et faire en fait ce qu'on peut appeler la balance bénéfice-risque. Ensuite, c'est la chose quasi la plus importante, c'est que pour formuler de vrais souhaits en conscience, en plus de cette balance bénéfice-risque, il faut que tu sois renseigné, encore une fois, de façon objective sur l'accouchement en lui-même. C'est-à-dire son déroulé, son mécanisme, ce qui peut le favoriser, ou au contraire, ce qui peut le freiner, etc. Voilà, savoir ce qu'est une contraction, comment on gère une contraction, à quoi sert le col, comment il se dilate, et puis essayer au fur et à mesure aussi d'éliminer tous les mythes qui sont liés à ça, du genre le col souffle d'1 cm par heure. Enfin voilà, tout ça, c'est un travail à faire, c'est le travail le plus important de la préparation de l'accouchement, à mon sens, parce qu'une fois qu'on a toute cette connaissance-là, encore une fois, le savoir, c'est le pouvoir, et on peut plus facilement prendre des décisions pour nous. Rajouter à ces 2 points-là, c'est important d'avoir une certaine connaissance de ses droits, notamment de la loi Kouchner. J'en parle souvent dans mes contenus gratuits, donc je pense qu'à force tu dois la connaître, qui dit que en fait c'est le consentement du patient qui prime, que ce consentement doit être libre et éclairé, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être influencé par le jugement non objectif des personnels médicaux, et qui doit être éclairé, c'est-à-dire qu'on doit donner toutes les informations nécessaires pour pouvoir le prendre, et que ce consentement peut être retiré à tout moment. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tu peux dire oui, et qu'au final, tu peux retirer ton consentement. L'acte doit être cessé. Et le 4e point, c'est qu'une fois que tu as tout ça, en fait, tu peux faire ton choix en ce qui concerne ton lieu d'accouchement, et du coup, tu as un nouveau travail à faire, c'est te renseigner sur leur protocole. Et donc, te renseigner sur leur protocole, ça peut passer par la présentation de ton projet de naissance, même si ça peut être les prémices de ton projet de naissance, à l'oral, etc. C'est dire comment tu vois ton accouchement, ce que tu attends d'eux, en quel sens tu leur fais confiance. Et là, en fait, tu verras si le lieu d'accouchement, il est bien en accord avec ton projet de naissance ou pas, ne serait-ce qu'en moyen technique. Si par exemple, tu veux absolument une péridurale ambulatoire, je sais qu'il y a de nombreuses maternités qui ne la font pas, là déjà, tu sauras que avec eux ça peut bloquer, ou alors il va falloir que tu revoies certaines choses et que tu te prépares en fonction. Si tu veux absolument accoucher dans l'eau et qu'ils n'ont pas de baignoire, là ça va être compliqué. Donc c'est à ça aussi que ça sert le projet naissance. C'est tu te renseignes sur tout, sur les actes possibles, sur ce que tu veux pas, sur l'accouchement, et du coup tu te fais un espèce de schéma de comment l'accouchement idéal pourrait se passer pour toi. Ensuite, tu vas présenter ça à ta maternité ou à ta sage-femme, etc. Et tu dis, voilà, moi, ce que j'attends de mon accouchement. Et eux, ils pourront te dire, bah écoutez, ça, nous, on n'est pas capable de le faire. C'est pas qu'on veut pas le faire, c'est qu'on n'est pas capable de le faire. Il y a des choses qui te diront, bah nous, on veut pas le faire. Et là, il faudra jouer avec les chiffres, les recommandations de l'organisation de la santé, plein de choses comme ça avec lesquelles tu peux jouer, et ça tu peux trouver plein d'informations en contenu gratuit dans mon podcast ou sur Instagram. Tout ça c'est utile parce que parce que quand on réclame de donner notre avis, de donner notre consentement, c'est bien, mais il faut pouvoir se donner les moyens en fait pendant la grossesse, puisque le système médical ne le fait pas vraiment, de pouvoir réfléchir à tout ça en amont. Il faut réfléchir à tout ça en amont parce que, effectivement, le consentement il doit être libre et éclairé, mais sur l'instant T, les urgences peuvent faire que certaines choses peuvent être faites dans la précipitation. Et puis, le manque de temps du personnel, et puis, plein de choses qui fait que on va pas forcément te donner toutes les informations pour que ton consentement soit éclairé. Donc il faut vraiment faire un maximum de travail en amont. Ensuite, pour ce qui est du projet naissance, effectivement, on va peut-être te dire que l'accouchement idéal, il n'existe pas, que l'accouchement rêvé, ça se passe pas forcément comme prévu, et que du coup, ton projet naissance, il est peut-être exigeant. N'empêche que pour faire respecter ton accouchement, moi, je pars du principe que oui, ton projet naissance doit être exigeant, en tout cas, il a le droit d'être exigeant, parce que c'est quand même un des plus beaux jours et les plus importants de ta vie. C'est un rite de passage, l'accouchement, et c'est quelque chose de trop important pour ne pas du tout être exigeant. Et le but, ça va pas être d'imposer nos choix et d'imposer nos souhaits, ça va être d'en parler pour voir, pour essayer de trouver un compromis entre ce que l'équipe médicale est capable de faire et ce que toi, tu souhaites, en fait.
Du coup, le processus classique pour se renseigner sur les actes posés durant l'accouchement, c'est quoi? C'est se poser à quoi sert cette intervention, en quoi elle consiste, quels sont les bénéfices-risques de cette intervention, quelles sont les alternatives de cette intervention et qu'est-ce qui se passe si en fait je recule l'intervention ou si je refuse, tout en gardant à l'esprit encore une fois qu'il y a la loi Kouchner et qui dit que j'ai le droit de refuser en fait, peu importe quel est cet acte. Je peux te donner l'exemple avec par exemple le toucher vaginal. Le toucher vaginal sert à quoi? Il sert à regarder où en est la dilatation du col. En quoi consiste? C'est insérer plusieurs doigts à l'intérieur du vagin jusqu'au col pour pouvoir déterminer cette dilatation. Quels sont les bénéfices-risques? Alors, les bénéfices, ils sont où? Ils sont de savoir à peu près où on en est. Seulement, il faut garder à l'esprit que une sage-femme, d'une sage-femme à l'autre, le toucher vaginal peut avoir un résultat différent. Et puis, ça peut être douloureux ou en tout cas gênant. Les risques sont aussi d'augmenter les risques d'infection, surtout si on a perdu les os. Il peut y avoir le fait de percer la poche de façon prématurée. Et du coup, là, on a de nouveau une autre intervention sur laquelle se renseigner, c'est-à-dire le fait de percer la poche de façon prématurée, manuellement, même si c'est sans faire exprès, quels sont les bénéfices-risques, donc ça c'est encore à toi d'aller voir. Donc quelles sont les alternatives au toucher vaginal? Il y a un autre risque, ou en tout cas un risque physiologique, c'est que ça décourage. C'est-à-dire que si on n'en est pas au centimètre souhaité, on va dire, on peut être vite découragé et se dire bon, je tiendrai jamais jusqu'à 10 cm, alors que le col ne s'ouvre pas d'1 cm par heure, etc. Donc il peut y avoir des passages très rapides, etc. Et encore une fois, c'est pas 100% vrai le nombre de centimètres entre guillemets que la sage-femme va te donner. Quelles sont les alternatives? Se fier à son corps, se fier donc aux sensations de son corps, mais aussi au visuel de son corps, prendre un miroir pour regarder, et puis regarder au niveau de l'arrêt de ses fesses, du sillon interfessier, pour voir si on a une raie rouge ou pas. Certaines femmes peuvent l'avoir. Plus la raie est rouge et haute, plus le col est dilaté. Donc ça, c'est une alternative. Et puis simplement, en fait, le toucher vaginaux, c'est pas obligatoire. Et du coup, là, on peut rajouter les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé qui disent que c'est un toucher vaginal toutes les 4 heures quand l'accouchement se passe bien. Et puis que se passe-t-il si je recule ou si je refuse? Là, il n'y a pas de danger immédiat. Quand l'accouchement se passe bien, il n'y a pas on peut demander à reculer un toucher vaginal, on peut refuser un toucher vaginal sans qu'il y ait de risque en fait clair en termes de santé de la mère ou du bébé. Donc voilà pour l'exemple du processus classique pour se renseigner sur tous les actes posés. Il faut être clair sur un truc, il ne faut jamais douter du fait qu'on doit nous respecter. Aucune situation ni aucune urgence ne justifie qu'une décision soit prise en tout cas sous l'effet de la pression, de la culpabilisation, de menaces. Votre bébé va mourir sont bien plus répandus que les risques réels de mort. Quand on propose des déclenchements et qu'on dit qu'il y a des vrais risques, il y a beaucoup trop de déclenchements, il y a plus de 35% je crois de déclenchements en France, alors il n'y a pas plus de 35% de risque de mort des bébés. Ça, il faut absolument pas se fier à ça. Et si c'est le cas, en fait, si on te fait prendre une décision sous l'effet de la pression, de la culpabilisation ou de la menace, c'est du non-respect de ta personne, c'est du non-respect de la loi Kouchner, et c'est que le soignant en question n'est pas dans une bonne pratique. La bonne pratique, ça aurait été d'informer au maximum en amont et dans un climat serein. Donc jamais en fait t'es en cause du non-respect que les soignants ont eu envers toi ou peuvent avoir envers toi. C'est important de le dire, je trouve, et en fait peu importe que tu choisisses un accouchement naturel ou quelque chose de plus médicalisé, même si t'es plus médicalisé et donc plus assistée et peut-être un tout petit peu moins actrice, pas dans le sens négatif du terme, mais voilà, peut-être un peu plus dépendante des soignants à cause de cette médicalisation. Dans tous les cas, on doit du respect envers ton corps, envers tes choix, envers ton bébé, envers ton accouchement de façon générale.
Donc effectivement, une fois renseignées sur tout ça, certaines femmes vont faire le choix, qui est le leur, d'avoir un accouchement physiologique en estimant par elles-mêmes que moins elles vont médicaliser l'accouchement, moins elles ont de risques. C'est qui est vrai, parce que il y a moins de risques de cascade d'intervention, moins de risques d'urgence et moins de risques de décision prise dans l'urgence. Donc il y a plus facilement à donner notre consentement. Mais pour autant, encore une fois, une salle nature ou une sage-femme à domicile ne garantissent pas l'accouchement naturel ni le respect de celui-ci. Donc quand je te parle de te renseigner sur la physio et sur les actes médicaux pour se faire respecter, c'est absolument pas une injonction au naturel, c'est une invitation à penser et à décider par toi-même et pour toi-même et pour ton bébé aussi. En termes de ressources à faire pour tout ce travail, donc évidemment, tu as mon cours vidéo gratuit sur la vision et les peurs liées à l'accouchement, avec lequel en fait tu vas trouver des fichiers, notamment le top 10 des livres à lire sur l'accouchement. Je te mets tout ça en description. Du coup, ça va être des choses qui vont pouvoir t'accompagner et t'expliquer comment avoir une vision claire de l'accouchement, d'éliminer les peurs, et tu vas avoir vraiment plein de choses pour pouvoir te préparer sur l'accouchement. Évidemment, tu as également mes accompagnements en visio à domicile ou en vidéo, notamment les cours vidéo et celui sur le projet naissance, puisque comme tu l'as compris, c'est une part importante pour se faire respecter, pour faire respecter son corps et ses choix, de faire un bon projet naissance. Et si jamais tu veux du contenu gratuit, il y a un épisode, c'est l'épisode numéro 9 du podcast, qui est sur le projet naissance. Voilà, c'était un sujet que j'avais hâte de traiter, mais aussi un peu d'appréhension, parce que quand on commence à dire que la médicalisation de la naissance c'est un problème, alors on nous prend un peu pour des vendeuses de naturel, alors que pas du tout. Le but c'est d'avoir une critique constructive pour faire avancer les choses et permettre à toutes les personnes qui accouchent de pouvoir faire leur propre choix correctement. Parce que malheureusement, on peut pas attendre en fait que ça tombe tout cuit dans notre préparation à l'accouchement avec la sage-femme, etc. Quand on va voir l'anesthésiste, il faut pas s'attendre à des échanges forcément hyper constructifs. Ça peut arriver, mais il faut pas s'y attendre et il faut essayer de faire ses propres recherches de son côté. Et qu'on veuille un accouchement très naturel, très physio, ou qu'on veuille un accouchement plus classique, plus médicalisé, etc. Ça, il n'y a pas d'injonction là-dessus. Le but, c'est vraiment que ce choix-là d'accouchement physio médicalisé, il soit fait vraiment avec des recherches et pas juste parce qu'on nous a dit que l'accouchement ça devait souffrir, etc. Bon, tout ça, c'est des choses dont on parle dans le cours vidéo gratuit. En tout cas, j'espère que ça t'a ouvert l'esprit et que ça te permettra vraiment de te faire respecter. Ça, j'en suis sûre, cette préparation de ce type-là, se préparer dans ce sens-là, avec tous ces points-là, te permettra de te faire respecter. Et puis, je te souhaite une belle préparation et je te dis à très vite. Ça y est, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. En tout cas, à très vite, ici ou sur Instagram. Plein de belles choses.